quoi va ressembler notre futur? Quelle place pour les technologies, le vivant, les libertés? Et si nous construisions demain par les conversations, les regards croisés entre les disciplines, les expertises, les imaginaires? Et si demain, un podcast du Quai des Savoirs pour construire notre futur ensemble? Une émission animée par Marina Léonard et Laurent Chiquano. Et si demain on ne pouvait plus tous partager la même table? Et si, à force de pandémie qui nous obligerait à rester de plus en plus distants les uns des autres, ou en raison d'allergies, d'intolérance alimentaire qui semble frapper un nombre croissant de personnes, ou encore à cause de pratiques alimentaires strictes fondées sur des interdits religieux ou idéologiques, comme ne plus jamais manger de viande ou de produits issus d'un animal par exemple, et si nous n'étions plus capables dans un futur proche de passer à table tous ensemble? Quelles évolutions pour l'agriculture, pour les restaurants, pour les restaurateurs? Et si demain, convivialité, alimentation et plaisir n'allaient plus ensemble? Marina, vous allez nous présenter les invités qui vont nous éclairer pour ce nouveau numéro de Et si demain, enregistré dans les studios du Quai des Savoirs à Toulouse. Alors tout d'abord, une historienne, Adeline Grand-Clément. Vous êtes spécialiste de l'histoire grecque antique et notamment de l'histoire culturelle et sociale du monde grec. Bonjour Adeline. Bonjour. Un sociologue, Jean-Pierre Poulain. Vous co-dirigez le laboratoire international associé au CNRS, Alimentation, Culture et Santé. Vous êtes spécialiste de la sociologie et de l'anthropologie de l'alimentation. Bonjour Jean-Pierre. Et bonjour. Et enfin, une professionnelle de la restauration, Valérie Ponce. Vous êtes restauratrice à Montauban et vous êtes également coprésidente départementale de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Tarn-et-Garonne. Bonjour Valérie. Bonjour Marina. Alors, pour éclairer le futur, rien de mieux que de regarder dans le rétroviseur, de se pencher sur le passé. Adeline Grand-Clément, vous qui êtes historienne, dites-nous, est-ce que de tout temps, les hommes et les femmes se sont retrouvés autour d'une table? Est-ce qu'on a des traces de cette habitude de manger ensemble, de faire des banquets ensemble? Alors, de tout temps, difficile à dire, évidemment. Donc, quand on est historien, on est modeste et on travaille sur certaines périodes. Mais je dirais que depuis qu'on a des sources et qu'avec notamment la période préhistorique, on peut étudier l'existence de communautés humaines, on voit que la pratique de la consommation collective d'aliments existe. Ce qui est plus difficile de savoir pour les périodes les plus anciennes, c'est la fonction qu'elle avait. Mais pour le monde grec que moi j'étudie, c'est quelque chose qui jouait un rôle vraiment déterminant. Donc le fait de manger ensemble, ça servait à quoi? Il y avait les banquets publics, donc ça c'était à l'extérieur de la maison et c'était toujours dans un cadre religieux, donc lié à des fêtes. Et ça suivait souvent le sacrifice sanglant, le sacrifice d'un animal qui était offert à une divinité ou plusieurs divinités. Et il y avait une sorte de partage qui était effectué entre une petite partie de cet animal qui était brûlé sur l'autel, les os longs, la graisse, et puis l'autre partie qui était consommée rituellement par les participants. Il y avait également des banquets privés, et là aussi la convivialité est de mise à l'intérieur des maisons, mais pour un groupe plus restreint, je dirais une douzaine de personnes. Banquet plutôt masculin dans ce cas-là, avec une consommation d'aliments, mais aussi beaucoup de vin. Et avec un système qui est à l'inverse de notre système de l'apéritif, puisqu'on buvait surtout après avoir mangé. Donc il y avait le deipnon, on mange, et une fois qu'on a satisfait l'estomac, c'est le moment où on peut prendre le temps de discuter en buvant, et donc on partage non pas tant la même table que le même cratère, c'est-à-dire le vin dans lequel on va mélanger de l'eau et du vin, le vase dans lequel on mélange l'eau et le vin pour pouvoir consommer ensemble ce vin. Donc c'est le symposium, boire ensemble. C'est comme ça qu'on a le banquet des philosophes aussi, puisque quand on parle de la Grèce et des banquets, on pense forcément au banquet de Platon. Donc c'était des banquets où on était aussi très sérieux. Il y avait du vin, vous nous dites, oui. Mais il y avait aussi cette idée déjà qu'on refait le monde autour de la table ensemble. Ah oui, tout à fait. C'était vraiment la fonction du banquet, de ce banquet privé. À quelques-uns, on refait le monde. On est compagnons d'armée, souvent, c'est les mêmes qui combattaient ensemble côte à côte, ils se connaissent bien, ça peut être des philosophes plutôt, mais l'idée c'est vraiment de discuter de tous les sujets, y compris les sujets politiques, mais tout ça sous le regard bienveillant des dieux, et en particulier de Dionysos. Donc c'est lui qui va aider à une bonne consommation du vin. Il faut boire, ça délie les langues, mais il ne faut pas trop boire. Voilà, il faut trouver la juste mesure. Et Dionysos est vraiment la divinité pour ça, pour aider à trouver ce juste milieu. Le côté mondial, peut-être vous inspirez, vous, Jean-Pierre Poulain, sur ce côté un peu histoire de la pratique de la convivialité à table. On est parfois surpris, vous voyez, on va en Indonésie, de voir la façon dont il y a une espèce d'individualisation des temps alimentaires à certains moments. On se retrouve à des moments, mais il y a des moments...
Et là, nous, les Occidentaux, on est un peu dérangés même par ça. Il y a une polytemporalité qui fait qu'on peut, sans culpabilité, manger dans un coin, regardant les autres, se donner à voir. Alors que si je fais ça, je suis toujours un peu dérangé dans l'univers qui est le nôtre. Oui, ce que vous dites, c'est que l'alimentation, manger ensemble, c'est très culturel, en fait, évidemment. C'est-à-dire que ça dépend des moments, ça dépend des cultures, que ce soit religieux, que ce soit professionnel. Il y a toujours du lien. Notre première manière de manger, c'était le sein de notre mère. Et là, s'agrège en même temps de l'alimentation, de l'émotion, de la sensorialité, du corps à corps, du plaisir. Et ça va nous accompagner tout au long de notre vie. Donc il y a toujours plus que se substanter, que juste s'alimenter. Ça n'existe pas. Manger des aliments, des nutriments, ça n'existe pas. Ce rêve des années 70, des cosmonautes qui allaient partir c'est ça, voilà. Avec des pilules... Exactement. C'est tout à fait le contraire qui se passe. Ils amènent des petits plats pour fêter l'anniversaire des uns et des autres. On a lyophilisé, mais on a des grands plats qui ont été des grands plats de chef, pour le coup, dans les derniers départs sur la Absolument. navette internationale. Alors, on parle souvent de cette idée de la table qui est au centre de la discussion, de la convivialité, mais est-ce que c'est vraiment le bon dénominateur commun à travers le temps ou à travers le monde, Jean-Pierre Poulain ? La table, non. Alors, c'est rentré dans les formes d'explication. La table est devenue plus que la table. Mais effectivement, on peut manger assis, on peut manger en tailleur. Il y a des grands repas au Japon où il n'y a pas de table du tout, ou des petites tables à côté, mais on mange. C'est d'ailleurs très inconfortable pour nous. On n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Et il y a des repas où on est allongé, et il y a des repas où on mange debout. Et je pense que c'est ça aussi, ça fait partie. Nous, on est dans un univers où la table sépare deux mondes. Un monde qui est montrable, qui est fréquentable, celui d'en haut, et un monde qui l'est moins. D'ailleurs, on se fait du pied sous la table, d'ailleurs. Et c'est des choses qui renvoient à des dessous de table. Ces dessous de table... C'est vrai que le vocabulaire en dit long. Les Grecs avaient des tables aussi, parce que c'est vrai que manger allongé, on a cette image des Romains qui étaient comme ça, nonchalants. Les Grecs aussi mangeaient allongé. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les épopées homériques, donc chez Homère, qui a vraiment infusé tout l'imaginaire grec jusqu'à l'époque romaine, là, on mange assis. C'est la daïs, le terme, c'est pas encore daipnon, c'est daïs. Et donc, mais c'est en fait des repas de chef. Et les repas de chef, ils sont sur un trône, un siège, bien ouvragé. Et là, il y a une table. En revanche, quand on regarde le banquet tel qu'il se développe à l'époque archaïque, donc à partir du 8e siècle, et ça vient probablement plutôt d'Asie mineure, donc la Turquie actuelle, la pratique du banquet est celle du banquet couché. Donc on a des couches. Alors il y a quand même des tables. Il y a des petites tables basses sur lesquelles on peut poser des choses, mais on est allongé, et généralement on est allongé par deux. On la partage, cette couche. Donc on a un compagnon de couche. Je dis compagnon volontairement, parce que dans les banquets privés, qui sont essentiellement masculins, on va avoir deux personnes allongées qui sont deux hommes, généralement un plus jeune et un plus âgé. Et donc entre aussi en jeu, lors de ces banquets privés aristocratiques, tout ce qui concerne l'homosexualité grecque, qui a une fonction pédagogique importante dans le groupe des citoyens, et en particulier des aristocrates. Alors, est-ce que ces codes, ils ont forcément évolué au fil du temps? Est-ce qu'ils se sont transmis? Est-ce qu'il y a eu un espèce de métissage culturel des pratiques et de l'alimentation? Déjà, des Grecs aux Romains, il y a des filiations, il y a des influences culturelles très fortes, il y a des différences aussi. Je crois que dans les choses qu'on mangeait à Rome, ça va devenir quelque chose d'absolument incroyable, puisque avec l'étendue de l'Empire romain, on peut faire venir tous les mets possibles et exotiques. Oui, c'est un moment de grand métissage alimentaire. Ça. Voilà, tout à fait. Mais il y a une réaction romaine très violente d'austérité et de dire tout ça, c'est trop de plaisir. La gastronomie, ça amollit l'esprit romain. Nous, avant, même, on était végétariens et maintenant, c'est devenu... C'est vrai ça, les Romains étaient végétariens avant le... Non, c'est le récit que font a posteriori certains philosophes, en particulier, qui sont plus soucieux de la santé, qui disent l'alimentation, elle sert d'abord à être en bonne santé. Dès cette époque. Dès cette époque, parce que l'aliment, c'est aussi le médicament. Et donc, il faut faire attention. Et c'est intéressant quand on voit les traités médicaux, que ce soit déjà chez Hippocrate, mais ensuite chez Galien et dans les traités médicaux romains, la première manière de vous soigner quand vous êtes malade, c'est d'abord agir sur l'alimentation. Et après, on peut ajouter des médicaments ou autres. Mais c'est déjà ça. Donc, il y a quand même ce souci-là aussi. Jean-Pierre ? Manger, c'est mettre en scène les valeurs fondamentales d'une société. Les mettre en scène concrètement. C'est-à-dire, par exemple, la fameuse
table chinoise ronde avec les Suzanne qui tourne et qui fait que je pose des plats dessus et tout le monde va pouvoir manger exactement la même chose, sans avoir à le demander ou attendre quoi que ce soit, juste en faisant tourner. Si je compare ça avec la table rectangulaire du 19e, dans lequel on a des bouts où il y a les personnes les plus importantes, où on a une mise en scène de la hiérarchie, eh bien, chaque société utilise cette mise en scène comme un espace également de transmission et d'apprentissage des valeurs d'une génération à l'autre. Par exemple, un gamin, en mangeant, va apprendre tout un ensemble de valeurs et de normes centrales de sa société, ce qui est propre, ce qui est sale, le rôle des uns, des autres. Il va pouvoir les remettre en cause, prendre de la distance à l'adolescence. Il va pouvoir réorganiser ce système, mais il va se transmettre et évoluer. Et pour venir aux questions de métissage, chaque société met en scène son système de valeurs, mais ce système est de façon régulière retravaillé, rediscuté, remis en cause, et il est influencé à la fois par des phénomènes qui sont des phénomènes d'importation, mais des phénomènes d'exportation. Et quand on exporte, en général, on récupère encore. C'est absolument passionnant de voir les grands chefs français des années 80 qui partent au Japon et qui exportent la nouvelle cuisine qui vient d'apparaître, mais qui reviennent avec des manières de présenter les plats, avec des mélanges tout à fait nouveaux. Et donc, on a des allers-retours comme ça qui se font dans la cuisine, dans les manières de manger avec les doigts. Toutes nos façons de... évoluent dans une société et sont en interaction avec d'autres sociétés. Alors Valérie Ponce, vous qui êtes restauratrice justement, comment vous réagissez à ça? Je crois que vous êtes engagée dans un processus de cuisine, de gastronomie à partir de circuits courts, donc on est un peu loin de ce métissage mondial, mais vous êtes aussi le fruit de cette culture gastronomique à la française. Donc comment vous envisagez tout ça? Alors, je l'envisage même en étant très proche de tout ce qui vient d'être dit, parce que quand on parle de mise en scène, nous jouons une pièce de théâtre tous les jours dans nos restaurants, puisque c'est tous les jours les mêmes acteurs, tous les jours les mêmes ingrédients, le même lieu, mais en fonction de l'émotion, de la clientèle, de l'arrivée de la clientèle, eh bien, la pièce de théâtre, elle se déroule et il se passe des choses différentes tous les jours. C'est tous les jours pareil et tous les jours différents. Donc ça, c'est une mise en scène et on doit orchestrer ça avec beaucoup de minutie et de rigueur pour avoir au final beaucoup de convivialité. Et quand il est question de créativité, du fait que les chefs dans les années 80 se sont exportés, c'est le fondement de notre cuisine. L'histoire des traditions, ça nous permet, nous, d'être créatifs et de proposer des nouvelles ambiances, de proposer, de redécouvrir l'histoire à travers les plats que l'on va préparer et les modalités de service que l'on va mettre en place dans nos établissements pour offrir une grande variété aux clients et leur permettre de découvrir et de venir chercher ce qu'ils attendent. Oui, finalement, Valérie, je reviens sur vous. L'art gastronomique, c'est à la fois du local et de l'international. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez une source d'inspiration qui est très globale, tout en ayant le soin du local. C'est-à-dire les publics, vos clients habituels, comme vous dites, les publics locaux, les agriculteurs locaux. Vous êtes dans le Tarn-et-Garonne, je crois. Et le leitmotiv de notre certification cuisinerie, mais de beaucoup de chefs de cuisine qui travaillent en circuit court, mais particulièrement quand on a décidé d'être certifié et d'être audité pour rassurer nos clients, c'est vérité, plaisir, santé et la transparence. Donc il faut à un moment donné qu'on arrive à le valoriser. Et si vous voulez une anecdote, j'ai fait l'année dernière un grand repas pour 2000 personnes sur le thème « Les dieux de l'Olympe », une cuisine grecque. Mince. Et en guise de dessert, j'ai mis du gâteau à la broche aveyronais. Parce qu'en forme ça faisait le mont Olympe. Le métissage est total. Voilà, vous voulez un exemple concret, voilà comment à un moment donné, sur un thème, sur une histoire, sur une émotion, on peut arriver à garder la tradition et à faire découvrir des choses et à laisser vagabonder l'imagination des convives. Et alors, quel vin avez-vous servi ? Alors, sur les vins, les prestataires, dans ces cas-là, ont recherché vraiment des vins grecs.
Et on a quand même réussi sur l'apéritif avec un vin blanc d'un petit producteur local qui, sur l'accord mets-vin, a séduit à rester, faire un mariage, un alliage sur les saveurs. Encore une fois, il faut jouer sur l'imagination et sur l'histoire que l'on raconte. Vous n'allez pas le reproposer parce que maintenant on a tous envie de venir. Oui, moi je veux bien essayer, je veux bien tester. Et vous diriez c'est l'histoire. Oui, et vous diriez que justement une des tendances du futur, puisque c'est ce qui nous intéresse aussi ici, c'est ce retour à une gastronomie en circuit court, une gastronomie, je dirais, locale de terroir, tout en intégrant toutes les dimensions que vous avez évoquées. Tout à fait. Nous aimons à dire que la gastronomie, c'est dans l'assiette. C'est le goût. C'est la créativité au service du goût. Quand on a la chance de travailler avec des producteurs passionnés, on a déjà presque 50% du travail qui est fait. Donc on n'est plus que après des maîtres d'œuvre il faut mettre en valeur tout ce travail et savoir transmettre quand on présente notre plat. Encore une fois, cette histoire, on revient sur la rencontre, l'amour du travail, la passion qui a été engagée, et souvent il y a des anecdotes comme celle que je viens de vous raconter qui sont à l'origine de beaucoup de plats ou beaucoup de liens, et ça permet un lien social. On est avant tout un acteur du lien social au quotidien. Jean-Pierre voulait rajouter un... Oui, pour faire le lien avec le début, on se disait, mais cette épidémie, elle nous a bousculés. En fin de compte, l'alimentation, elle fonctionne au cœur de nos cultures, mais elle fonctionne dans l'allant de soi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est comme ça. Et on s'en rend compte lorsqu'on se déplace dans le temps et qu'on se dit, mais waouh, il faisait ça comme ça, c'est bizarre. Ou quand on se déplace dans l'espace, ou quand on vous oblige de ne plus... Quand on est privé. Quand on est privé de quelque chose. Et là, ce qui nous a sauté aux yeux, c'était combien c'était important, alors que nous le savons, parce que nous le vivons au quotidien, que nos restaurateurs mettent en scène ces choses-là, se transmettent, et qu'on joue le jeu, parce que on connaît tout ça de façon implicite. Alors c'est vrai que au-delà, disons que les restaurants et les cafés, c'est pas uniquement de la gastronomie, c'est du lien social. Hein, c'est ce que vous disiez, Valérie. Je voudrais vous faire écouter un petit extrait là de nos amis partenaires de l'INA qui nous ont exhumé un extrait du 9 juillet 1977. C'était une archive sonore, donc c'est une émission qui s'appelait Tant qu'il y aura des bistrots, tout un programme qu'on aimerait bien voir durer d'ailleurs. Et donc c'est une journaliste qui débarque dans un café parisien, je crois, et qui s'approche d'une table où plusieurs personnes sont en train de jouer aux cartes. Je peux interrompre votre partie une minute, si ça vous ennuie pas? Oui, allez-y. Vous venez tous les jours jouer ici? Oui. En principe, oui. Et pourquoi vous venez ici? Vous aimez bien être ici? Oui, parce que la patronne est sympathique. Déjà. Et il y a Toto. Et d'une. Et parce que moi je viens ici parce que je suis accepté avec mes chiens. Mais qu'est-ce qui est important pour vous ici au café? C'est la camaraderie, de se trouver tous ensemble. Puis après la bolotte, on cause 2 ou 3 choses. Des fois, vous causez de quoi, par exemple? N'importe quoi. Tout y passe, le sport, la politique. Les difficultés de chacun ou les plaisirs de chacun? Pas nécessairement, non. Enfin, oui, chacun ses problèmes, c'est sûr. Enfin, la plupart du temps, on se les cache. C'est rarement, vraiment, faut que quelqu'un soit ennuyé pour qu'il nous le dise, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans qu'on est dans le même quartier. Oui. Alors ça compte quand même. Et il y a 50 ans que vous venez ici? Ah oui, il y a 50 ans que moi je quitte ce café-là, je le connais. J'y vais. Alors cet extrait-là, il parle déjà d'il y a 50 ans, c'était déjà il y a quelques années. Est-ce que du coup, dans 50 ans, il y aura encore des bistrots? Quelle sera l'évolution des bistrots? Peut-être Valérie? Difficile, hein. Vu l'évolution et les attentes, il faut toujours en fait se fier et essayer de détecter quelles sont les nouvelles attentes et les nouveaux besoins et cette évolution sociale quand même qui conditionne ces attentes. C'est-à-dire que quand on voit l'évolution du temps de travail, ça a largement refait les fondations de notre métier.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le café, avant, jamais personne ne partait au travail sans avoir bu son petit café le matin, ou sortait du travail sans avoir bu un apéritif avant de rentrer à la maison. Ça, c'était un impondérable. C'est assez rigolo parce que le 2 juin, quand on a vécu le déconfinement, pour rebondir sur ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont allés, parce que c'était le 2 juin, au café pour boire le café du matin en terrasse, parce qu'il y avait ce besoin de retrouver cette sensation. Vous l'avez observé, vous aussi, au niveau de Montauban ? Alors, dans nos villes et villages, pas trop. Parce qu'on a eu des conditions de vie qui font que le confinement était quand même plus agréable que dans les grandes métropoles. Donc, ce besoin de sortir et d'aller... C'était moins viscéral. C'était moins fort. Ça s'est exprimé d'une manière complètement différente. Néanmoins, ça se retraduit plus sur la volonté de se retrouver au moins une fois dans la semaine pour manger, mais toujours en petits groupes. Ce phénomène de se retrouver tous ensemble concerne surtout une génération plus jeune. Sur les habitudes, on constate quand même que la notion de plaisir et de pouvoir échanger, de pouvoir discuter autour de sujets reste prioritaire quand ils viennent déjeuner au restaurant et qui sont quand même vraiment en recherche de cette émotion. C'est vraiment prédominant. Donc, est-ce que l'émotion va rester l'attente prioritaire dans 50 ans Difficile à dire. Sûrement. Adeline, Grand Clément, vous vouliez réagir ? Oui, moi je pense qu'il y a un avenir parce qu'il y a un passé. Il y a un passé des bistrots. Et en fait, dans le monde grec, il y en avait déjà. Ah oui. Et oui, il y en avait déjà. Et on a même on dit souvent que les femmes restent à la maison, elles ne travaillent pas dans le monde grec, elles sont recluses dans une pièce qui serait le gynécée. Bon, ce qui est totalement faux. Et on a donc beaucoup de femmes grecques qui travaillent. Il y en a des tenancières. Je pensais, comme il dit que c'est la patronne du bistrot qui est sympathique. Bon, dans le monde grec aussi, il y avait probablement des patronnes de bistrot très sympathiques. On a des exemples. Aristophane parle un peu de tous ces métiers féminins. Et donc, c'était courant, surtout près des sanctuaires. En fait, il fallait héberger les pèlerins, Donc, il y a tout ça. Et puis, dans le monde romain, c'est pareil. Si vous allez à Pompéi ou encore plus à Herculanum, vous visitez, vous avez les tavernes encore. Et on voit encore les endroits où on mettait les olives marinées. On s'imagine, on pourrait presque s'accouder au comptoir. Se commander un petit vin et manger des olives marinées. Dans les 50 dernières années, le nombre de bistrots en France a été divisé à peu près par 2. Ceux qui s'intéressent au fact-checking pour vérifier. Je pense qu'il y a effectivement des choses qui se transforment très, très, très sérieusement. C'est-à-dire que le bistrot comme lieu où on tape la belote et où on passe 2 heures, 3 heures, le gars, il dit, je viens là parce que c'est l'endroit où je peux venir avec mes chiens. Extraordinaire comme affaire. Hein. Donc, ce lieu de vie du bistrot, même s'il y a des tentatives, notamment dans les communes un peu modestes, au travers de pluriactivités, de relancer ça, difficile. Il y a un très très beau moment, il y a un très beau livre de Jean-Pierre Corbeau qui s'appelle « Le village à l'heure de la télé », dans lequel on voit à un moment donné comment ces espaces communs où on se retrouvait, incluent les moments d'éveillé, commencent à se transformer. Alors on va chez ceux qui ont la télé, et puis petit à petit tout le monde a la télé et tout le monde va rester chez soi et les bistrots vont connaître une heure de gloire avec la télé et les matchs qui continuent encore un peu. Et voilà, donc on a des éléments, mais je pense qu'ici, s'il y a une profession, alors là j'en appelle aux professionnels, je pense qu'il y a des choses à réinventer parce que on a des formes traditionnelles qui fonctionnent. Et aller rue de la Concorde, prendre un verre, ça dit des choses encore à du monde. Mais par rapport au nombre de bistrots qu'il y avait à Toulouse, il y a 50 ans ou 60 ans, eh bien, c'est quelque chose qui s'est totalement désertifié. Il y a plus de banques maintenant. C'est moins drôle. Oui, le bistrot du futur reste à inventer, donc. Probablement en partie. Je partage complètement cette analyse, d'autant que incontestablement les lieux restaurants, bistrots continueront à exister puisque vous voyez bien là tout avait rouvert sauf les cafés et les restaurants et rien ne fonctionnait.
tout ce qui était balnéaire, tous les commerces, dans la mesure où on n'a pas la possibilité à un moment donné de pouvoir s'arrêter pour boire un verre, déguster une pâtisserie, pouvoir se laver les mains, pouvoir aller aux toilettes, des choses très pratico-pratiques de lieu de vie. La cité ne fonctionne pas. Donc, incontestablement, on ne peut pas fonctionner sans. Et la forme reste à réinventer et à trouver parce que voilà cette recherche constante de nouvelles émotions et de nouvelles sensations avec un effet très rapide. Avant, un chef, il faisait une carte pour l'année. Et on savait que si on allait manger dans ce restaurant-là cette année-là, on allait manger ça. Maintenant, si on ne change pas la carte toutes les semaines, voire tous les jours, les gens s'ennuient. Ouais. Donc on est dans une accélération qui fait qu'il faut être en recherche permanente de satisfaire ce besoin de surprise et de nouveauté. Adeline Grand-Clément. Je voulais juste réagir par rapport au mot accélération. Je pense que c'est effectivement le bon mot qui qualifie bien tout ce qu'on vit depuis plusieurs années. Le confinement a permis temporairement de stopper cette accélération et je pense que c'est important que ce qui reprenne, ce soit certains bons côtés, mais qu'il n'y ait pas à nouveau cette spirale de l'accélération. Je pense qu'on n'a pas parlé là des fast-foods, mais moi j'ai aussi entendu dire que pendant le confinement, beaucoup de gens avaient souffert de ça et qu'il y a eu des queues devant les McDo dès qu'ils ont réouvert. Voilà. Ça a tourné sur les réseaux, ça. Oui, c'est l'effet de manque. Ça, ils n'ont même pas vraiment fermé, puisque les drive-in continuent à fonctionner. Oui, c'est ça. Et c'est l'effet de manque. On a été privé et du coup, après le confinement, c'est un peu comme l'alcool, je crois aussi. Il y a eu, alors on nous a dit, il y a eu une surconsommation d'alcool pendant le confinement. Et puis, il se trouve qu'au déconfinement, il y a encore plus de consommation. De consommation, voilà, beaucoup de quantité en peu de temps, on va dire. Chez les jeunes. Chez les jeunes, oui. Alors effectivement, il y a aussi ce que disait Valérie Pons sur cette transformation de génération, enfin ce glissement de génération. On a entendu dans l'archive de l'INA on va dire des messieurs plutôt âgés qui sont là depuis 50 ans, qui jouent aux cartes, etc. Et effectivement, là, ce que vous disiez Valérie, c'est que c'est plutôt des jeunes qui viennent donc dans les bars et dans les restaurants. Donc il y a ce glissement de génération aussi que vous observez bien. Complètement. Il y a vraiment le phénomène traditionnel avec les repas de famille, la recherche du goût, le moment de plaisir, arrêter le temps, on va dire même flâner, s'évader, s'émerveiller. Vous voyez le côté évasion, découverte. Et à côté de ça, le côté je décompresse et c'est l'endroit où je lâche mon stress. Donc il y a ces deux catégories d'établissements et d'ailleurs on le voit parfaitement là en ce moment avec le déconfinement. Vous avez 10% des établissements qui ont retrouvé une fréquentation totalement normale avec beaucoup d'engouement et même des difficultés à faire respecter les règles et ça représente 10% de la clientèle à peu près. Et 90% du reste de la profession qui tourne à 30%. Eh oui. Parce que les 90% autres de clients sont encore très inquiets, prudents, observent, regardent. Donc, ce dont on est en train de parler, ça se voit visuellement dans les faits actuellement avec cette période de déconfinement. Alors si on revient hors période de confinement, hein, dans l'intérieur de la maison, parce que la convivialité c'est aussi à la maison, chez soi, entre amis. Alors juste avant de vous demander si demain on sera condamné aux apéros WhatsApp et autres pratiques à distance, je voulais juste vous faire écouter un deuxième extrait dans cette émission. C'est l'extrait d'un célèbre film qu'on aime bien avec Marina, le film Un air de famille de Cédric Clapiche, dans lequel la table à manger et la cuisine jouent un rôle central. Voici un exemple de convivialité avec Jean-Pierre Bacry notamment. Vous allez voir qu'il y a une proposition à faire à ses invités. Vous voulez boire quelque chose? Tu as une toute petite mine, toi, dis-moi. Ah bon? Tu te fais du souci, chérie? Hein? Non, pas du tout. Ah, vous buvez quelque chose? Qu'est-ce que t'as? Tu es fatigué? Non, arrête, tu me fais peur à chaque fois, là. Est-ce que vous buvez quelque chose? Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? Et alors, l'apéro à la maison ou les repas de famille avec le rendez-vous hebdomadaire qui avait ses drames, ses surprises, etc., c'est des pratiques qui sont assez courantes chez nous et dans nos pratiques alors chrétiennes, françaises, je ne sais pas, on reviendra dessus. Ça nous a pas mal manqué, mine de rien, dans le confinement, à tel point qu'on a inventé des nouvelles pratiques comme le WhatsAppéro, on a même inventé un mot pour le dire. Est-ce que du coup, la convivialité pourrait se reconstruire à distance ? Bien sûr. Alors juste le WhatsAppéro, en fait, c'est d'être chacun face à son téléphone avec WhatsApp et puis de boire chacun chez soi, mais ensemble.
Ça a commencé depuis un moment. Oui. Et là, ça s'est propagé. Ah, là, c'est devenu... Ça s'est propagé. Phénomène de mode. Et Skype apéro. Et Skypero aussi. Mais pas que de monde. Je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment un point de rupture, qui est que les formes de convivialité peuvent complètement être renouvelées par les technologies contemporaines. On peut dire que les visites de musées vont se transformer profondément. Et pour un certain nombre de personnes, c'est un bonheur, parce que le type qui est handicapé, le type qui ne peut pas se déplacer, il y a toute une série de nouvelles formes d'usage de l'espace à travers ces technologies. Et puis, il y a les formes de convivialité alimentaire. Alors, je suis un militant du coup à boire, hein, mais c'est pas contre. C'est un élément supplémentaire à la palette. Et donc, votre fils est à Reims en train de faire ses études ou travailler là-bas. Extraordinaire. On a utilisé le téléphone, on en était content. Maintenant, on arrive sans payer à communiquer avec WhatsApp, etc. Et l'expansion de ce phénomène est une expansion naturelle, au sens où elle va aller elle va s'accélérer. Oui, Adeline, vous vouliez... Oui, alors moi, je suis moins fan du WhatsApp. Ouais, pour l'avoir vécu, on voit très bien ce qui manque. Oui. Il manque la présence, en fait. Qui fait toute la différence. On peut avoir la bonne bouteille qui va bien ou autre. Bon, il manque le trinquer, il manque le geste, le contact, le contact où on trinque. Je sais que moi, ça m'a manqué. J'ai essayé quelques-uns de ces Skypero et j'ai très vite arrêté, en fait. J'ai constaté que c'est quand même un peu plus convivial quand on est plusieurs devant chaque écran que quand on est seul. Et face aux autres, y compris dans la distribution de la parole, les interactions se jouent de manière très très différente. Et la présence humaine, rien ne peut la remplacer quand même. Je vais abonder moi, dans le sens d'Adeline, parce que ce que l'on peut constater avec les gestes barrières actuellement qui nous ont été imposés, que l'on applique dans nos établissements, on peut travailler. En fait, ça ne nous change rien. Tout le protocole sanitaire, on ne peut absolument pas dire que ça nous empêche de travailler, que ça nous crée des contraintes supplémentaires parce qu'on était déjà dans des plans de maîtrise sanitaire et dans des bonnes pratiques que ces nouvelles normes et ces nouveaux protocoles n'ont pas amené grand-chose de plus. En revanche, ce qu'ils ont complètement détruit, et je peux employer le mot détruit, c'est tout ce qui est de l'ordre de la convivialité. C'est-à-dire que dès qu'on se lève, il faut mettre le masque, on ne peut pas accueillir les clients en s'approchant d'eux. Comme il était question tout à l'heure dans les archives de ce monsieur qui était depuis 50 ans dans le bistrot, qui aimait bien la patronne, mais quand on va dans un restaurant, c'est quand même à 50% pour la personne qui le tient. Une patronne masquée. Patronne masquée, voilà. Donc, c'est vrai qu'on embrasse la plupart de nos clients, ou alors on fait un geste attentif ou d'attention en leur touchant l'épaule, ou quand on leur sert le vin, on ne peut plus leur servir le vin de la même manière. Donc, tout ce qui est du registre de la convivialité s'est retrouvé complètement balayé par les protocoles. Et dans le désengouement des clients actuellement, je pense que c'est parce qu'en fait, il leur manque cette convivialité. Et les apéros WhatsApp et tout ça, ça sera sûrement très bien dans l'avenir pour éviter des déplacements dans certaines conditions. Néanmoins, on se rend compte quand même que maintenant qu'on est déconfiné, toutes les réunions qu'on faisait en visioconférence, on cherche tous à les refaire en présentiel. Parce que après la réunion, on va manger ensemble. Avant la réunion, on boit le café. Bon, je ne voudrais surtout pas qu'il y ait de malentendus. Je suis un militant du manger ensemble. Ah oui. Mais, je peux en attester. Voilà. Merci. Des dossiers. Il y a du dossier. Mais je voudrais bien... vous vous rappelez, je ne me rappelle plus quel était cet acteur qui se moquait du téléphone au début, qui disait « On vous sonne et vous accourez ». Extraordinaire, en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc à la noix, là ?» Le vrai être ensemble, c'est... Et on est tous là avec nos téléphones en train de recréer des formes de liens sociaux absolument inédits. Bien sûr, il y a des choses tout à fait ridicules, mais je pense qu'il faut que nous regardions ça avec beaucoup d'intérêt, inclus les restaurateurs. Bien sûr.
Et du coup, si on continue sur les tendances de la technologie, là, justement, dans l'exposition Code Alimentation qu'on présente sur le futur de l'alimentation, on a travaillé avec des scientifiques, mais aussi avec des auteurs de science-fiction qui sont nourris du présent pour imaginer le futur. Et il y a une grande tendance pour le futur, là, qu'on voit un peu tous, c'est celle de la livraison à domicile. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on peut se faire livrer par Liber, par Locavélo, des gens qui distribuent en vélo. Et même, les auteurs là, nous ont inventé une société qui s'appellerait Dronx, qui est en fait de la livraison par drone, un peu ce qui expérimente d'ailleurs Amazon dans certains États aux États-Unis. C'est pas quelque chose de totalement utopique. Donc ça, cette idée de la livraison à domicile, elle a peut-être... dystopique. Ou dystopique. Vous allez nous en parler. Elle a deux conséquences. La première, c'est peut-être de faire disparaître tout simplement les cuisines des appartements. C'est-à-dire qu'il n'y aurait même plus besoin de cuisiner chez soi et on aurait à commander comme ça de la nourriture de l'extérieur. Et puis pour les restaurateurs, ça peut peut-être aussi vous faire évoluer vers beaucoup plus de take-away, comme on dit en bon français, c'est-à-dire de la vente à emporter. Alors comment vous réagissez par rapport à cet enjeu? J'ai l'impression pour vous c'est une dystopie, Adeline, cette idée. On reste chez soi et on se fait tout livrer, y compris par drone. Oui, parce que en fait, ce que le confinement a montré aussi, moi, les témoignages que j'ai eus autour de moi, c'était de retrouver du temps pour cuisiner, le plaisir de cuisiner ensemble. De cuisiner avec, je sais pas, les enfants, ou d'expérimenter des nouvelles recettes de gâteaux, de se les échanger. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir aussi ce contrôle sur soi, sur ce que l'on mange, ce qu'on a envie de manger. Le plaisir gustatif, il est aussi lié à tout ce qu'il peut y avoir avant, moi je trouve. Et puis, comme on parlait de transmission de valeurs, par le fait de préparer à manger, c'est là qu'on peut transmettre plein de valeurs aux enfants sur justement ce qui est propre, ce qui est sale, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, qu'on peut leur ouvrir des horizons nouveaux aussi. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand moi j'ai envie de manger quelque chose que je n'ai pas préparé, qui sera la surprise, je préfère aller dans un lieu où je prends le temps de m'installer, où il y a cette mise en scène dont on parlait tout à l'heure, plutôt quelque chose qui arrive tout de suite comme ça chez moi. Voilà. Et Adeline, les chiffres pendant le confinement, puisque c'est là qu'on a le plus de repères, on va dire, confirment vos propos. Puisque finalement, la vente à emporter n'a concerné que 5 à 10% des professionnels pour à peine 10% de chiffre d'affaires. Donc les personnes qui sont chez elles, quand elles veulent prendre le temps de manger, elles cuisinent elles-mêmes. Les commandes à emporter qu'il y a eu, ça a été soit par geste solidaire pour le café-restaurant du coin qui devait survivre et qui a mis ça en place comme une opportunité, plus, on va dire, psychologique. Un réconfort psychologique qu'un acte commercial. Et de la même manière, les clients ont acheté par solidarité. Pas par nécessité, pas par envie, pas par besoin. Ça ne répondait pas à la satisfaction d'un plaisir personnel. C'était vraiment dans un environnement de solidarité. Jean-Pierre Poulin ? Oui, on peut regarder ce qui se passe dans d'autres parties du monde. On a le sentiment que la restauration en France est très importante. Restauration commerciale et restauration collective, ça représente 25%, entre 20 et 25% de nos prix alimentaires. Alors, si on se projette en Asie, on est dans des niveaux absolument considérables. Par exemple, en Malaisie, où je travaille, un Malaisien, 64% des Malaisiens mangent au moins un repas par jour en dehors de la maison. C'est-à-dire que l'extérieur, et le Japon c'est encore plus, donc l'extérieur est devenu très très important. Et le take-away, mais là-bas plutôt la livraison, c'est quelque chose qui sature le reste des repas. Et donc on a sur Singapour, par exemple, des logements modernes qui se construisent avec ce qu'ils appellent des cuisines non humides, c'est-à-dire des endroits où on ne cuit pas. On a un micro-ondes et on réchauffe éventuellement. Mais on a ça aussi à New York. On voit arriver cette manière de vivre dans un certain nombre de pays dans le monde. Alors, ça a plusieurs conséquences. C'est de prendre la mesure que nous, le restaurant, c'est quelque chose d'assez ritualisé chez nous. C'est-à-dire que l'importance est grande, mais numériquement, c'est pas tellement important. C'est entre 20 et 25%, ce qui est déjà significatif. Et que la question de la livraison à domicile, elle se heurte à un problème en France. C'est que où elle fonctionne très bien, c'est quand les coûts de livraison sont très faibles. C'est pas le cas ici. Et donc, c'est un élément qui ralentit le phénomène. Cependant, je pense qu'il faut qu'on soit assez attentif à ce phénomène.
parce que non seulement les restaurateurs, mais l'agro-industrie, parfois l'agro-industrie de relative proximité, je pense à Picard par exemple, sont aujourd'hui orientés vers la livraison à domicile. Et je pense que c'est de nature à changer pas mal les choses, comme les drive-in, par exemple, ont changé les choses dans la façon de consommer et d'aller dans les supermarchés. Il y a certains pays aussi où on voit énormément de street food. Enfin, ça, pour le coup, c'est très culturel aussi, mais il y a des pays qui ont une culture de la street food qui est incroyable. Qu'est-ce que c'est, Marina ? La cuisine de la rue. Donc là, pour le coup, on mange dans la rue. On mange dans la rue, on achète dans la rue, on mange debout. C'est cuisiné sur place directement. Il y a des pays qui ont plus d'appétence pour ce type d'approche. Vous pourriez peut-être nous en parler. Et peut-être, est-ce que ça vient aussi chez nous un peu plus ? Alors, il y a les street food. Les food trucks. Avec que des mots anglais, d'ailleurs. Bah oui. Oui, la Thaïlande, par exemple, est un lieu où on mange dans la rue pendant presque toute la nuit. Il y a ce qu'on appelle les food courts, qui ont une version moderne, mais qui sont des versions très traditionnelles. En Malaisie, par exemple, vous avez une grande salle dans laquelle qui est en général tenue et nettoyée par des gens qui vendent des boissons. Et puis tout autour, vous avez des petites entreprises qui tiennent des stalls, des petits stands qui vendent un ou deux types d'aliments. Et donc vous venez ici et vous allez faire votre marché et vous vous installez sur une table. Ça, c'est des méthodes très très anciennes du point de vue et c'est dans des univers non fermés. Donc, on a des formules comme ça qui sont intéressantes à regarder, qui peuvent d'ailleurs nous inspirer. On en trouve beaucoup en Amérique du Nord, de ces food courts. Tout à fait, inclus le Canada dans des situations fermées où on passe d'une galerie commerciale à une autre. Ça, oui. Mais alors, jusqu'à présent en France, ça n'a pas trop fonctionné. Par exemple, Place d'Italie, il y a un des plus grands food courts qui a été ouvert et qui a été un succès très relatif. Donc, voir comment ces choses-là peuvent prendre sens et se transformer. On voit que tout ça, c'est formaté par nos manières culturelles de définir le manger, l'être ensemble, les modalités de partage ou de pas partage. Par exemple, le fait de... ces food court, je mange à la même table des choses différentes. Et ça a été un interdit pendant très longtemps. Et c'est un interdit qui est en train de craquer et qui est en train de transformer nos manières de manger. Moi, j'avais juste en tête le marché de Saint-Aubin. Alors, dans le cadre du marché, c'est vrai qu'il y a voilà, c'est ça, à Toulouse. Il y a des occasions, mais voilà, qui sont limitées, où ça marche, où voilà, il y a tellement de petits stands comme ça que les gens viennent et puis ils s'arrêtent, puis tout le monde mange un peu des choses différentes en s'asseyant sur les marches ou ailleurs. Donc, il y a des petites tentatives. Ça reste quand même ce que vous décrivez par rapport à Saint-Aubin, ça reprend aussi beaucoup les marchés gourmands dans les villages, dans les fêtes de village qui sont associés à ce type de partage, mais ça reste autour d'un événement précis, dans un lieu précis, à un moment précis. Et pour en revenir aux livraisons, la livraison à domicile, si on regarde ce qui fonctionne actuellement, c'est essentiellement satisfaire une envie à l'instant T et dans le quart d'heure. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un avenir et quel serait cet avenir en fait? De quelle manière on pourrait le mettre en place pour une restauration en circuit court, production maison, produits frais, quand les gens se décident à 21h pour manger à 22h? Vous voulez une pizza, vous voulez des sandwichs, vous voulez un type de restauration rapide. Les gens appellent et puis veulent être servis tout de suite. On peut imaginer... Dans nos modèles à nous, c'est beaucoup plus difficile. On peut imaginer qu'il y ait plusieurs pratiques pour différents segments de la clientèle. C'est-à-dire qu'on s'y prenne différemment pour un restaurant un peu huppé et que là, on prévoit qu'il y ait des formes plus spontanées pour la pizzeria ou des formes plus simplifiées. Je pense que là, ce qui est important, c'est que peut-être qu'on peut rappeler qu'on a parlé ici notamment de restaurants, de bistrots ou autres, et il y a des gens qui ne peuvent pas y aller, qui ne peuvent pas se l'offrir. Je pensais à la question de la livraison. Il y a eu pendant le confinement quelque chose qui a été renversé, c'est-à-dire qu'on pouvait préparer une petite box qui pouvait être ensuite apportée à des personnes sans domicile. Et voilà, il y avait des livreurs qui s'occupaient d'eux. Je pense que c'est important parce que la street food permet peut-être aussi une plus grande accessibilité aussi.
C'est certain. Merci d'évoquer ça, s'il me reste une seconde. Parce que allez-y. Le confinement, on a un peu chanté, et les sociologues en premier, parce qu'on nous a tendu le micro, la convivialité, le réapprentissage, la réappropriation, on faisait du pain, etc. La nourriture, la pénurie de levure et de farine. D'une part, mais d'abord manger ensemble, parfois c'est très agréable, mais c'est aussi un lieu de régulation sociale et qu'on règle ses comptes, qu'il y a des difficultés et que manger dehors de temps en temps, ça permet de... soupape. Soupape. Et qu'il y a eu des formes de convivialité qui étaient très agréables, mais d'autres qui pouvaient être beaucoup moins agréables. Et puis, ce virus avait une caractéristique, ou il a une caractéristique, c'est qu'il aime les riches. Les riches se sont retrouvés dans des situations extrêmement confortables, et puis il n'y avait plus de l'essence à dépenser, et puis on n'allait plus au théâtre, et puis on se retrouvait avec des ressources. Mais ceux qui avaient moins d'argent, et que le repas à la cantine, il fallait le faire, et qui coûtait plus cher que quand il est à la cantine, etc., eh bien, ici, c'était une tension très sérieuse, et je pense que la question des inégalités dans le rapport à l'alimentation est quelque chose qu'il nous faut évoquer dans une émission comme celle-là. C'est certain. C'est vrai qu'on a vu énormément d'augmentation de fréquentation au niveau des maraudes et de distribution des repas. Alors, j'en profite parce que du coup, on a Valérie aussi en ligne qui travaille aussi sur ce volet-là et notamment sur l'accès à l'alimentation par une restauration spécifique. Je vous laisse nous en parler. Valérie sera le mieux. Merci Marina, oui. Moi je suis installée à Montauban depuis 20 ans et il y a 4 ans, j'ai eu l'opportunité de créer un restaurant, de déménager mon restaurant en centre-ville dans un foyer de jeunes travailleurs et petites maisons de retraite. Donc j'ai lié la partie commerciale sur la base de ma partie commerciale. Je peux proposer à des seniors, aux jeunes travailleurs, à des publics de la protection judiciaire de la jeunesse, des publics en intégration dans le cadre des journées laïcité, la cuisine française comme support de transmission des valeurs et de la connaissance de l'histoire de France, avec ce plaisir du goût et ce respect et ces valeurs que l'on partage autour de la table. Et donc c'est vrai que quand on a ce lien social et cette cuisine qui permet cette découverte, cette rencontre, ça donne du sens à notre cuisine en fait. On a vraiment, on donne accès au respect de soi. Je le vois surtout avec les jeunes, quand on a les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, quand ils arrivent dans le restaurant où il y a les clients, ils sont avec leur éducateur, il y a une valorisation de tout ce qui est dit et de tout ce qui est transmis qui se fait de manière différente et beaucoup plus concrète pour eux. Oui, vous voulez dire que la restauration, la cuisine, c'est aussi un apprentissage, c'est aussi très éducatif et que ça permet, dans certains cas, avoir une resocialisation. Tout à fait. Et j'ai la chance d'être chef ambassadeur Bleu Blanc Cœur depuis 12 ans. C'est vraiment un label de nutrition santé qui se préoccupe de la manière dont on nourrit les animaux que nous allons consommer après. Donc on en revient au propos tout à l'heure par rapport à cette importance de la qualité nutritionnelle de ce que l'on mange et le premier médicament, c'est l'alimentation. Donc, quand on est dans tout cet environnement et qu'on propose l'assiette en expliquant tout ce que ça peut avoir de bon et de sain, parce que c'est pas facile d'associer les deux. On a des produits très bons au goût qui sont pas bons du tout pour la santé, et des produits très sains pour la santé qui sont pas bons du tout au goût. Donc, la vie est mal faite. Voilà. Donc, l'idée pour nous cuisiniers, grâce à ce type de démarche, encore une fois, et de démarche labellisée, certifiée, scientifique, parce qu'on peut le dire, mais il faut quand même pouvoir apporter une crédibilité à tout ça. Donc là, notre métier de cuisinier et de chef prend tout son sens parce qu'on arrive à marier tout cet environnement, à le proposer dans une assiette qui se voit et à transmettre du plaisir. Oui, ça me fait penser à cette citation de Théodore Zeldin, un philosophe anglais qui dit « La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur ». Ça, c'est une belle citation, ça. Alors effectivement, avec ce que vous nous dites, on comprend bien que si on développe la livraison de manière généralisée, on va perdre tout ça, toute cette notion pédagogique, éducative, sociabilisatrice. Donc c'est effectivement pas forcément une tendance du futur pour nous. Et dans le même temps,
je fais partie des restaurateurs qui ont acheté pendant le confinement un triporteur. Je l'ai breveté d'ailleurs. C'est un petit triporteur avec de la liaison chaude et de la liaison froide. Parce que dans le même temps, l'accélération dont on parlait tout à l'heure amène un grand nombre de personnes à devoir rester sur leur lieu de travail le midi. C'est-à-dire que avant, le temps de pause du midi, c'était un incontournable. On s'arrêtait pour déjeuner. Les temps de pause maintenant sont de 30 à 40 minutes. Et c'est vrai que derrière l'ordinateur. Voilà. Oui. Et l'offre commerciale, elle est à part le sandwich, encore une fois, et des plats qui sont plutôt industrialisés parce qu'ils permettent d'être rapides pour répondre à la demande. On a aussi, sur ce volet nutrition santé, avec des moyens adaptés, une vraie carte à jouer pour se réinventer et proposer aux personnes qui n'ont plus d'autre choix que celui-là concernant leur temps de pause, une alimentation équilibrée, variée, saine et bonne pour la santé. En tous les cas, vous écoutez tous les trois là depuis à peu près 1 heure. J'ai l'impression que c'est que finalement, si on s'intéresse à cette alimentation du futur, ça sera pas si standardisé que ce qu'on pourrait craindre. C'est-à-dire qu'on entend bien la différence culturelle, on entend bien que en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, on n'en a pas parlé, mais là aussi, les pratiques culturelles sont différentes. La manière de cuisiner, évidemment, la manière de transmettre. Donc, est-ce que c'est juste ça, cette idée que dans le futur, alors ok, il y aura toujours de la convivialité autour de table, mais que finalement, on va pas vers une standardisation qu'on pourrait craindre. Jean-Pierre Poulain, qu'est-ce que vous en j'achète. pensez? Mais en réalité, la situation est un peu complexe. Quand on regarde les transformations à l'échelle macroéconomique et macro-sociologique, on constate des phénomènes de convergence. Mais dès qu'on descend un petit peu dans des échelles un peu plus modestes, alors il y a des particularismes culturels très, 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 très forts. Et on ne voit pas très très bien donc, comment ils vont se réduire. Par exemple, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la transition protéique. C'est-à-dire que le basculement de protéines végétales vers des protéines animales. Et c'est un grand mouvement qu'on a vu au 18e, 19e, 20e siècle. On mange de la viande de plus en plus. Voilà, on mange de la viande de plus en plus. Et on voit aujourd'hui une inflexion de ce phénomène. Oui. Bon. Quand on le regarde à l'échelle de la planète, eh bien, si je regarde ce phénomène de transition, il existe partout, mais la signature, les modalités de sa mise en œuvre sont différentes. Par exemple, en Inde, eh bien, on consomme plus de lait, on consomme plus d'œufs, on consomme plus de volailles. Quand on est en Indonésie, on consomme plus de poissons, plus de volailles. Quand on est en Chine, on consomme plus de porc, plus de bœuf. Et donc, on a ici donc, des signatures culturelles particulières qui font que cette convergence qu'on peut constater à une échelle très grande, ne nous inquiétons pas trop, elle n'est pas pour demain. Mais c'est une chance, parce que ces particularismes culturels constituent des ressources. Parce que, en fin de compte, si nous convergions trop, ça veut dire si tout le même matin, tout le monde mangeait du pain ou mangeait du riz à l'échelle de la planète, on mettrait tous nos œufs dans le même panier. Et le fait d'avoir des modèles différenciés dans les produits que nous consommons constitue une formidable chance et un atout pour le challenge de la faim. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que nos formes culturalisées et notre alimentation, elle est tellement imbriquée dans des phénomènes d'expression d'identité culturelle, de transmission, que avant que tout ça, ça se gomme, il va falloir qu'il se passe de l'eau sous les ponts et que les gens qui font du cinéma et de la musique s'arrêtent d'en faire. On a un peu de temps devant nous alors. On espère. Moi par rapport à ces questions-là, je me dis qu'on n'a pas trop le choix avec la crise écologique actuelle. Bruno Latour, parmi ses nombreux ouvrages, en a écrit un qui s'appelle « Où atterrir ?» C'est la question « Où atterrir ?» Et je pense qu'il faut reterritorialiser, on s'en est aperçu. Donc manger peut-être des choses qui sont produites autour de là où on habite. Quelque chose qui est une sorte de retour à l'échelle locale, mais qui ne veut pas dire une sorte de frilosité et de renfermement sur soi. Et c'est trouver la bonne articulation entre du local et puis une ouverture globale.
Chez les Grecs, le fait de manger, c'était à la fois une manière de délimiter la communauté, mais il y avait une loi importante qui était la xénia, c'était l'hospitalité. Et donc, on pouvait accueillir quelqu'un qui était un étranger dans le cercle des commensaux. C'était un devoir, même parce que cette personne-là pouvait être une divinité potentiellement, et donc il ne fallait pas la fâcher. Et je pense que c'est ça qui est important, il faut réfléchir aussi à ça. Et je me dis que dans les années à venir, ce que la crise a aussi à montrer, c'est qu'il y a peut-être des décisions à prendre à l'échelle même de nos propres pratiques quotidiennes. Oui, Valérie Ponce, j'imagine que vous êtes d'accord avec tout ça, c'est-à-dire cette vision d'une alimentation et d'une gastronomie du futur qui revalorise le local. C'est ce que vous nous avez expliqué pendant toute cette émission. Donc tout l'enjeu pour nous, en tant qu'artisan, en tant que créateur, que cuisinier, c'est de savoir avoir suffisamment confiance en nous, de nous valoriser pour apporter cette sécurité et dire aux clients, mais vous pouvez venir manger chez nous, vous serez en sécurité. D'autant plus avec maintenant le confinement, tout cet aspect sécurité est encore plus prégnant. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de franchises qui n'ont pas encore rouvert parce qu'ils n'arrivent pas à s'approprier les protocoles, alors que des petits établissements comme les nôtres et les cuisiniers artisans ont tellement l'art de s'adapter et de savoir rebondir que finalement, ils ont trouvé des alternatives. Ils aménagent, ils créent. Et ça, ce sentiment de sécurité, c'est tout l'enjeu de l'avenir de notre métier pour sortir de la standardisation et créer l'évasion, la découverte qui quand même sont les attentes prioritaires des clients. Eh bien, écoutez, merci pour ces mots qu'on va utiliser bien volontiers comme la conclusion de cette émission, de cet épisode du podcast du Quai des Savoirs. Et si demain, on ne pouvait plus tous partager la même table, je crois que si, on a tous envie de partager la même table, même si on n'y mange pas tous la même chose, comme vous nous l'avez tous les trois raconté. Merci beaucoup à vous, Adeline Grand-Clément, Jean-Pierre Poulain et Valérie Ponce pour vos éclairages. Merci également à Françoise Vissac pour la préparation de cette émission. Et rendez-vous sur le site web du Quai des Savoirs pour retrouver ce podcast et tous les autres, et aussi les diverses références citées aujourd'hui. À la prise de son, c'était Laurent Codoul, une émission réalisée par Arnaud Maisonneuve au Quai des Savoirs à Toulouse.